Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Afrique Mag. Et pour commencer, retour sur cet événement que l'Algérie a abrité ces derniers jours, le 6e dialogue africain en l'occurrence. Les participants à cette manifestation qui s'est tenue du 20 au 22 novembre 2023 à Alger ont souligné la nécessité de la mise en place d'un réseau judiciaire africain et d'un mécanisme de suivi des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour rappel, les travaux de ce dialogue se tiennent tous les 2 ans en vertu de la décision du Conseil exécutif de l'Union africaine portant organisation de dialogue judiciaire au niveau du continent. Commentaire, Yasmine Massoudi. Axé sur la transposition des jurisprudences régionales et internationales en matière de droits de l'homme au niveau des tribunaux nationaux africains, le 6e dialogue judiciaire africain vise à sensibiliser les participants sur la pertinence et les avantages potentiels de cette démarche, en identifiant les principaux problèmes liés aux droits de l'homme en Afrique et développer des solutions efficaces et mettre en place les mécanismes nécessaires. Alors l'objectif, je dirais prioritaire, c'est déjà de voir que les juges nationaux puissent se réapproprier la jurisprudence de ces institutions, qui concerne généralement surtout la problématique de la protection des droits de l'homme en Afrique, conformément déjà à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et objectif également important, c'est que les juges nationaux puissent également réutiliser cette jurisprudence dans la jurisprudence nationale. Une fois que les États ratifient les traités, ça devient une source de droit. Donc le juge national, quand il va appliquer une jurisprudence de la Cour africaine, qui ne fait qu'appliquer des traités, automatiquement il va appliquer une des sources de droit au niveau national. Cette initiative aspire également à renforcer le réseau des autorités judiciaires et à générer un impact concret sur la protection des droits fondamentaux sur le continent. Autant l'Union africaine développe du droit applicable de façon panafricaine, autant il est souhaitable que d'une part que ce droit soit bien compris par les différentes unités et institutions continentales qui mettent en œuvre ce droit, et en même temps que ce droit soit bien intégré par les juridictions qui règlent les différents problèmes que les droits de l'homme rencontrent à travers le continent africain. Donc dans ce dialogue-là, on va forcément arriver à une plus grande facilité quant à l'applicabilité des conventions internationales dans les juridictions nationales. Le 6e dialogue judiciaire permettra de renforcer la collaboration et la coopération entre les juridictions régionales et nationales, les praticiens du droit et les parties prenantes en vue de l'élaboration d'un cadre juridique commun pour la protection des droits de l'homme en Afrique. Le démantèlement des barrières tarifaires pour promouvoir le commerce entre les États africains à travers la zone de libre-échange continentale africaine est présenté comme source d'avantages, mais ce démantèlement pourrait aussi exacerber les pertes économiques de plusieurs États par rapport à la contrefaçon des produits locaux de qualité. Pour une compétition régionale et internationale saine, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI et ses partenaires estiment qu'il faut assurer la mise en place d'indicateurs géographiques pour fournir une garantie aux consommateurs et une protection aux producteurs de produits de haute qualité. Dans le discours des dirigeants africains, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine entrée en vigueur en 2019 met l'accent sur le démantèlement des barrières douanières, l'harmonisation des politiques fiscales, la libre circulation, le libre mouvement des capitaux et services, mais moins sur les indicateurs géographiques. L'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, partenaire de l'atelier régional organisé du 25 au 27 octobre à Yaoundé avec le projet Afripi, estime qu'il s'agit pourtant d'une question cruciale pour la libre compétition économique et la protection des producteurs locaux. L'OAPI soutient la mise en place d'indicateurs géographiques dans les pays membres de l'organisation, soit 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Les indications géographiques sont l'un des divers leviers importants sur lesquels l'OAPI s'appuie pour contribuer efficacement au développement économique de ses États membres.
Grâce à la valorisation du savoir-faire traditionnel par le biais des indicateurs géographiques, la FAO citée par l'Union européenne révèle par exemple que le poivre de Benja du Cameroun a gagné une prime de 120% sur le marché. Mais la mise en place d'indicateurs géographiques efficaces n'est pas chose aisée. La délégation de l'Union européenne au Cameroun souligne qu'il faut combiner des normes de production, l'organisation des collectifs de producteurs, un mécanisme de contrôle efficace avec des comités nationaux, comme l'envisage l'OAPI. Ces comités doivent réunir les personnes compétentes des différentes administrations concernées et permettre une coordination efficace des politiques. Ils garantissent que les initiatives des producteurs locaux, leurs efforts pour s'organiser afin de fournir un produit de qualité supérieure, s'inscrivent dans une stratégie nationale plus large pour le développement des économies nationales ou de l'économie d'ailleurs régionale, puisque vous savez, vous appartenez tous à des zones économiques aussi en Afrique. Il y a la ZLECAf qui va se développer. Et donc là, il y a aussi un enjeu de développement et d'intégration régionale. La ZLECAf vise à stimuler le commerce intra-africain de 52,3% d'ici 2025, contre environ 15% aujourd'hui. Le commerce intra-État est estimé à 58% en Asie et en Europe à 67% actuellement. Dans l'Union européenne en particulier, les consommateurs soumis à un trop-plein de produits industrialisés et de basse qualité se tournent de plus en plus vers des produits répondant à des normes de qualité minimales et sont prêts à payer le prix pour ces produits. Le projet Afripi, droit et propriété intellectuelle et innovation en Afrique, partenaire de l'OAPI pour la mise en place d'indicateurs géographiques en Afrique, est financé par l'Union européenne. Les délestages ou coupures d'électricité durant des heures de la journée dans la capitale et des journées entières dans les autres régions ont asphyxié les petites et moyennes entreprises. Pour cela, le gouvernement comorien a déboursé une somme colossale pour l'achat de 5 groupes électrogènes et des pièces de rechange. Avec l'arrivée de ces groupes, le gouvernement espère redonner un souffle à l'économie. C'est d'abord du Vol Network, Airline Management, que les 5 groupes électrogènes de la société d'État Sonelec sont arrivés. L'arrivée de ces 5 groupes vont permettre à la population d'avoir l'électricité. 5 groupes électrogènes complets au profit de la Sonelec. C'est une subvention du gouvernement comorien en vue d'aider la Sonelec à résoudre les problèmes de fourniture d'énergie. Et nous attendons dans les 2 prochaines semaines aussi des pièces de rechange pour la révision majeure de 7 groupes électrogènes. Et ceci pour aider à améliorer significativement la fourniture de l'électricité dans le pays. Ces groupes ont une capacité de 10 MW, prêts à être opérationnels. 2 sont neufs et les 3 sont reconditionnés à neuf. Les 4 groupes vont alimenter Ngazidja et l'autre pour l'île d'Anjouan. Par rapport à l'installation, nous allons nous mettre deux aujourd'hui à travailler en H24 pour ne pas perdre beaucoup de temps. Et puis après, on va essayer le maximum de minimiser les jours pour que ça ne dure pas très longtemps. À savoir que c'est une initiative menée par le gouvernement pour faciliter la vie quotidienne de la population. Tout ça, c'est pour répondre à la demande en production et en distribution d'énergie. Nous allons œuvrer pour que les techniciens travaillent d'arrache-pied dès aujourd'hui pour pouvoir installer ces groupes, qu'ils puissent être opérationnels dans les prochains jours et le plus vite possible. Le gouvernement comorien ne cesse de déployer ses efforts pour doter la Sonelec des groupes électrogènes. Malgré cela, le pays rencontre des problèmes de délestage. Espérons que ces nouveaux groupes vont apporter une solution pérenne et seront utilisés à bon escient. Dans son effort d'accompagner le développement de l'industrie créative en Afrique, la Banque africaine d'import-export Afreximbank vient d'annoncer l'augmentation de son financement à ce secteur qui va passer de 500 millions à 1 milliard de dollars américains. Plusieurs autres initiatives sont annoncées par la banque pour soutenir ce secteur qui est l'un des plus prometteurs de l'économie africaine.
Connecter les professionnels de l'industrie créative en Afrique, c'est un des objectifs du sommet de la Creative Africa Nexus, CANEX, au Caire en Égypte. Initié par la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, l'événement vise à soutenir le commerce et l'investissement dans le secteur créatif africain. Ce deuxième rendez-vous continental est l'opportunité de se retrouver et d'échanger entre professionnels. Le monde devient de plus en plus petit, mais avec un appétit croissant pour un contenu global, culturellement spécifique. Et l'Afrique est un acteur clé pour répondre à cette demande. La banque a décidé d'accroître ses fonds destinés au secteur créatif, en s'impliquant davantage, par exemple, dans le financement de projets cinématographiques. Aujourd'hui, les industries cinématographiques et audiovisuelles en Afrique représentent un véritable outil de développement qui pourrait créer plus de 20 millions d'emplois et générer 20 milliards de dollars de revenus par an. Lors du week-end de la CANEX de 2022, la banque a décidé d'augmenter le financement disponible pour le secteur créatif de 500 millions de dollars à 1 milliard. Nous disposons actuellement d'une réserve de plus de 600 millions de dollars pour des projets dans les domaines du cinéma, de la musique, des arts visuels, de la mode et du sport. Grâce à la jeune population du continent et à sa forte connectivité, les studios, les réseaux, les promoteurs et les marques investissent dans des solutions permettant d'atteindre des publics diversifiés. D'ici à 2030, l'Afrique devrait produire jusqu'à 10% des exportations mondiales de biens créatifs d'une valeur d'environ 200 milliards de dollars, soit 4% du PIB du continent. Consacré à la promotion du livre au Bénin, le Salon national du livre s'est tenu du 9 au 12 novembre 2023 à Cotonou, axé sur le thème Histoire et littérature, quand la mémoire nourrit la création littéraire. Les acteurs de la chaîne du livre africain ont échangé avec le public. Le secteur du livre est en plein essor, mais il fait face au défi de la digitalisation. Quelles sont les actions mises en œuvre pour impulser la culture du livre auprès des jeunes et comment promouvoir les ouvrages réalisés par des écrivains africains? Élément de réponse dans ce reportage de Lefty Ounou avec la voix de Myriam Damis. Dans le cadre du Salon national du livre édition 2023 à Cotonou, le jeune public a investi les ateliers sous la coordination des responsables d'écoles et de collèges qui les ont accompagnés. Après avoir révélé leur potentiel en lecture, dessin et l'art oratoire, des lauréats ont reçu leur chèque cadeau qu'ils ont échangé contre des livres. À l'instar de plusieurs maisons d'édition présentes dans les stands du livre, la librairie Digital Book Connect a reçu des élèves bénéficiaires de ce bon. Les enfants remettent des tickets, des chèques cadeaux de valeur de 1000 francs et de 2000 et puis ils échangent ça contre des livres du même montant, de la même valeur. C'est toujours un plaisir de savoir que les enfants, les élèves continuent quand même d'aimer la lecture, malgré tout ce qu'on a aujourd'hui. Voilà, les mangas et tout, mais malgré ça, ils restent accrochés à la lecture, c'est bien, ça fait plaisir. Le livre demeure un moyen universel de communication et dans le contexte de la révolution digitale. Le livre papier résiste au support numérique. Toutefois, la lecture peine à suivre le rythme et la dynamique impulsée par les différents acteurs de la chaîne du livre, et ceci à cause de l'illettrisme et la faible communauté des lecteurs. Les auteurs font leur travail qui est celui de créer. Les éditeurs publient les livres. Il me semble que c'est au niveau de la médiation culturelle qu'un travail doit être fait. D'abord les librairies, ensuite les bibliothèques et que les écoles s'y impliquent. C'est de cette façon qu'on va faire en sorte que les productions d'œuvres littéraires africaines atteignent les publics africains. À noter que des conférences débats, des cafés littéraires et des dédicaces en présence des professionnels ont meublé l'édition 2023 du Salon national du livre qui s'est tenu en ce mois de novembre à Cotonou. Les œuvres littéraires des écrivains béninois, lauréats du Grand Prix littéraire du Bénin, ont été valorisées dans le cadre de cette manifestation du livre.
Présentation des produits du terroir et séance de dégustation Cooking Show. Pour sa deuxième édition, le Festival des saveurs du Cameroun et du monde qui rassemble une centaine de chefs a une fois de plus tenu toutes ses promesses, celle de mettre au goût du jour des spécialités camerounaises afin de porter très haut ce flambeau de la cuisine locale. Cooking Show, présentation des produits du terroir et séance de dégustation. Pour sa deuxième édition, le Festival des saveurs du Cameroun et du monde, qui rassemblait une vingtaine de chefs issus des 10 régions du pays, a pris ses quartiers au Musée national de Yaoundé le 8 juin 2023. Un programme riche en couleurs et en saveurs, avec comme ingrédient principal de préparation l'arachide, préparé ici sous toutes ses formes. Sylvie et Éméranciel font partie des 20 chefs camerounais sélectionnés pour partager leur savoir-faire avec leurs confrères étrangers et de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs. Le ragoût du macabo à la façon grand-mère. Pour ça, j'ai besoin d'un peu d'arachide, une petite tomate, un gros oignon, le djom, le koti et un piment jaune. Ça, c'est le mets d'arachide, le nam que nos parents faisaient avant. De l'eau chaude, bouillie, avec les écrevisses, du sel, et on tourne. Ça se mange avec du manioc et les bâtons de manioc. Et pour donner une signature particulière et un goût unique à ces différents menus, quoi de mieux qu'une variété d'épices locales recueillies dans la nature afin de séduire les papilles des consommateurs et donner une signature unique aux différents plats du terroir. Ici devant moi, j'ai le clou de Gérard. Ça a plusieurs vertus. Non seulement ça agrémente nos plats et ça nous donne vraiment une bonne santé. Des plats proposés ensuite aux chefs étrangers et à l'assistance, constitués des personnalités publiques, des critiques culinaires et des amoureux de la gastronomie camerounaise. C'était vraiment bon, c'est très frais, c'était un cocktail de saveurs, j'ai adoré. C'est une satisfaction totale pour les chefs étoilés Marie-Thérèse Atezoué, promotrice du festival, qui souhaite à travers cette initiative vendre la destination Cameroun à travers sa diversité culinaire. C'est une aventure qui date depuis 2001. J'avais décidé de faire la promotion de la cuisine camerounaise. Parce que je me suis dit, j'étais en Europe en 1970. Mon père aimait la moutarde de Dijon. Arrivé en France, on faisait encore la promotion de la moutarde de Dijon. Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire la promotion de notre pays? En novembre 2023, cuisiniers, critiques culinaires et entrepreneurs gastronomiques se retrouveront une fois de plus à Yaoundé pour mettre davantage en vitrine la richesse culinaire et la diversité gastronomique du Cameroun, l'Afrique en miniature. Voilà, ainsi s'achève la partie réservée au reportage. Place à présent à l'invité du BAG. Et pour ce numéro, nous allons nous intéresser au forum qui s'est tenu récemment en Algérie et qui a regroupé des hommes d'affaires algériens et ceux de la région de l'Afrique centrale. Une rencontre jumelée avec celle des experts internationaux des deux parties. Mais avant cela, jingle. Nous avons avec nous M. Gilbert Kamkong. Il est expert immobilier international, coordonnateur des activités de l'Ordre national des experts internationaux de Genève pour l'Afrique centrale. M. Gilbert Kamkong, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes ici à la tête d'une délégation composée d'hommes d'affaires et d'experts internationaux de 6 pays de l'Afrique centrale. Quels sont ces pays, Monsieur Kamkong? Nous avons quelques pays qui sont parmi nous aujourd'hui. La République centrafricaine, le Gabon, le Tchad, le Congo. Et vous êtes du Cameroun? Je suis du Cameroun. Voilà, très bien. Alors, on va commencer par le commencement. C'est la première fois que vous venez en Algérie, M. Kamkong? Oui, c'est la première fois que je foule le sol algérien. Alors, comment vous avez trouvé notre pays? Quelle idée vous vous faisiez avant et comment vous l'avez trouvé? Avant d'arriver en Algérie, on se disait que l'Algérie, peut-être c'est un peu comme certains pays de l'Afrique centrale, mais depuis notre arrivée, on se rend compte que l'Algérie n'est pas ce que nous avions pensé.
pour ne pas entrer dans beaucoup de détails, avec ces beaux bâtiments, ces très belles routes et bien d'autres. Oui. Alors, je vous dis ça, c'est par rapport peut-être à un déficit de communication. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas les autres pays africains. Nous connaissons peut-être plus des pays européens, américains, asiatiques, et un peu moins les pays africains. Ce genre de manifestation vous permet de connaître enfin un pays comme l'Algérie? Véritablement, ce que je dois dire, c'est que les confrères algériens, les experts, de membres de l'Organisation mondiale des experts internationaux de Genève, avaient à sa tête notre président Jacques Vialat. Ces multiples rencontres nous permettent effectivement de nous rendre compte qu'entre nous les Africains, il n'y a pas de communication. Parce que le citoyen africain de l'Afrique centrale, en visitant l'Algérie, devra se rendre compte qu'il peut trouver en Algérie ce qu'il pouvait trouver dans un pays européen. D'où justement ce forum, et cette rencontre des experts internationaux. Alors, avant d'en parler, une telle rencontre ou un tel forum nécessite combien de temps pour sa préparation? C'est assez lourd comme préparation, Monsieur Kamgong? Oui, pour dire vrai, avec le confrère Nouri, nous avons pris pratiquement 6 mois pour pouvoir préparer cette rencontre. Je me rappelle que lors de notre rencontre en Turquie, la rencontre de l'ordre mondial, nous l'avions annoncé là-bas et aujourd'hui, c'est concrétisé. Alors, comment est venue concrètement cette idée? C'était lors d'une discussion comme ça, vous vous êtes dit, il y a urgence, il y a matière, il faudrait qu'on organise un tel forum, une telle rencontre des experts. C'est venu comme ça? Oui, effectivement, il est venu avec le confrère Nouri, que nous puissions nous dire que nos opérateurs économiques, c'est-à-dire les hommes d'affaires dont nous appelons régulièrement les donneurs d'ordre, ne nous connaissent pas. Et nous avons pensé qu'il était important que nous devions d'abord nous connaître afin de permettre à nos experts, membres de l'ordre, de pouvoir avoir d'activités à réaliser. Dans la mesure où un homme d'affaires algérien qui est en train de solliciter travailler en Afrique centrale peut penser aller chercher un expert en Europe, en Amérique, alors qu'en Afrique centrale, pourra trouver des experts. Il en est de même pour l'homme d'affaires de l'Afrique centrale qui doit travailler en Algérie, doit penser qu'il peut trouver un expert rapidement en Algérie que de penser qu'il doit s'adresser en Europe ou en Asie. Alors, vous aviez dit que cette préparation a pris 6 mois. Quelles sont les principales contraintes que vous rencontrez lors de la préparation d'un tel événement? Est-ce qu'il n'est pas temps que la machine soit huilée pour que ce genre d'événement se fasse plus facilement et plus naturellement en Afrique? Oui, vous savez, la communication, l'explication, parce que je vais vous dire une vérité, c'est que beaucoup de confrères, beaucoup d'hommes d'affaires n'ont pas réagi favorablement. Parce que lorsqu'on dit qu'on sera en Algérie, les gens se rétractent. Les gens disent, bon, on va aller en Europe quand? Vous dites non, nous pouvons d'abord commencer par aller en Afrique, dans un pays africain qui est l'Algérie, et progressivement nous allons faire ce genre de rencontres dans d'autres pays de l'Afrique, afin qu'entre nous, nous puissions nous connaître, afin qu'entre nous, nous puissions tisser des relations dignes de ce nom. Oui, alors il y a une réticence. Est-ce que les mentalités n'ont pas commencé à changer? Est-ce que vous ne ressentez pas qu'il y a désormais une véritable volonté politique au sein de pas mal de pays africains pour que justement ces appréhensions disparaissent et qu'on mette les jalons d'un partenariat afro-africain? Oui, je vais vous dire une chose. Moi, je viens du Cameroun. Je pense que du côté du Cameroun, il y a déjà beaucoup de volonté. Dans la mesure où une ligne aérienne a déjà démarré le processus. L'inauguration a eu lieu il y a 1 mois, il y a 2 mois par là. Et le premier vol, je pense que c'est à la fin de ce mois ou en début du mois de décembre. Donc, en ce qui concerne les politiques qui sont en train de se mettre, et nous, les opérateurs économiques, on doit les assister. Parce que s'ils déclenchent le processus et que les opérateurs économiques n'y mettent pas la main,
tout va s'arrêter. Donc je pense que les hommes d'affaires, tous les enfants d'Afrique doivent s'unir. Oui. Alors, parlons à présent de cette région de l'Afrique, qui est l'Afrique centrale. Pour les Algériens qui ne connaissent pas forcément cette région, ça représente quoi comme marché, le marché de l'Afrique centrale? C'est combien d'habitants, par exemple? Je vais vous dire une chose, sans me tromper. Le Cameroun avoisine pratiquement 30 millions d'habitants. Et avec les autres pays, on peut facilement faire 100 millions d'habitants pour l'Afrique centrale. Donc c'est un marché dont les hommes d'affaires algériens peuvent concourir facilement plus qu'au Cameroun, particulièrement où je maîtrise le mieux possible. Nous avons plus d'une nationalité qui exerce là. Nous avons les Chinois, nous avons les Français, nous avons les Américains. Toutes les nationalités y sont. Pourquoi pas les Algériens? Oui, justement. D'où justement l'urgence de manifestations comme ce forum et cette rencontre. Nous allons y arriver. Alors, je suis un investisseur algérien. Si vous deviez m'intéresser par le marché de l'Afrique centrale, vous me venderiez cette destination comment? Quelles sont les principales opportunités qu'offre l'Afrique centrale pour un investisseur algérien? Oui, les opportunités sont nombreuses. Nous avons les formations. La population de l'Afrique centrale est jeune. Et à cet effet, ils ont besoin même des entreprises pour des transformations. Nous sommes un pays essentiellement agricole, mais l'agriculture n'est pas encore mécanisée. Donc si on mécanise l'agriculture, ça va pouvoir aider. Et le sol camerounais, et pour ne pas dire de l'Afrique centrale, est vraiment riche. Donc on peut faire de très bonnes choses. Inversement, que représente le marché algérien? Quelles sont les opportunités qu'offre le marché algérien pour les pays de l'Afrique centrale? Oui, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques de l'Afrique centrale peuvent trouver des produits manufacturés en Algérie, peuvent trouver de très bonnes formations en Algérie. J'ai visité certaines des entreprises et ne pas aller peut-être jusqu'en Chine, ne pas aller peut-être jusqu'en Asie, si je peux me permettre de le dire, pour pouvoir trouver en Algérie, aussi à côté, pas très loin, ce qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs. Alors revenons à cet événement. Il y a eu d'abord le forum des hommes d'affaires algériens et ceux de l'Afrique centrale, des 6 pays présents ici. Qu'est-ce qui a été fait durant justement ce forum? Vous aviez eu un programme assez chargé quand même. Oui, nous avons eu la chance de rencontrer quelques opérateurs économiques algériens qui sont venus à notre rencontre, je profite de l'opportunité pour les remercier, et quelques confrères aussi, experts qui sont venus à cette rencontre. Et nous avons partagé notre savoir-faire, nous avons échangé sur les conditionnalités d'entrer par exemple au Cameroun, et les Algériens nous ont expliqué comment on peut faire les affaires avec l'Algérie. Donc nous avons tout au moins partagé nos divers lois et règlements qui réglementent nos deux pays. Oui, alors durant le programme justement de ce forum et cette rencontre des experts internationaux, il y a eu 2 étapes, une ici à Alger et l'autre vous a mené dans l'ouest du pays, à Oran. Vous aviez eu des visites sur site aussi, donc vous aviez vu de très près ce qui se fait ici en Algérie. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Qu'est-ce qui vous a intéressé le plus lors de ces visites? Nous avons fait des visites touristiques, nous avons fait des visites d'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été vraiment marqué par la beauté de l'Algérie, ses constructions, ses routes. Et nous nous sommes rendus compte que, en visitant certaines sociétés, nous sommes rendus compte que sur le plan technique, nous avons vu la façon de travailler. Et je peux vous dire, ma délégation et moi, nous avons été très satisfaits, mais vraiment très surpris.
Oui. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure des dessertes aériennes. Il y a beaucoup de choses qui sont décidées sur le plan politique pour accompagner les investisseurs. Il y a ces dessertes aériennes entre l'Algérie et le Cameroun, entre l'Algérie et pas mal de pays africains. C'est important pour faciliter justement ces échanges. Il y a eu cette zone de libre-échange africaine. C'est aussi important. Qu'attendent les investisseurs comme moyen supplémentaire pour faciliter l'investissement au sein même de l'Afrique? Nous allons simplement demander à nos politiques de continuer à pouvoir permettre aux opérateurs économiques de notre région Afrique de pouvoir se sentir à l'aise dans les échanges. Nous souhaitons que les machines politiques ne soient pas lourdes pour permettre aux opérateurs économiques de se sentir à l'aise dans leurs échanges. Oui. Sur le plan fiscal et bien d'autres, même sur le plan des transferts des fonds. Oui. Alors l'Algérie, par exemple, opte pour l'ouverture de banques algériennes dans des pays africains. C'est aussi un pas pour faciliter justement cet aspect-là. Tout naturellement. Oui. Alors, quelles sont les contraintes, les principales contraintes que rencontre un investisseur africain sur le continent africain? On se plaint de quoi le plus? On rencontre régulièrement les lenteurs administratives. Oui. Les lenteurs administratives. Oui. Parce que lorsque vous rencontrez une autorité, rien que les demandes d'audience sont souvent très longues pour pouvoir vous accepter. Et le monde des affaires va vite. Immédiatement, ça décourage. Imaginez-vous un investisseur qui a son argent, tout ce qu'il veut c'est gagner. Il s'en fout s'il travaille en Afrique ou s'il travaille en Europe ou en Amérique, il veut le bénéfice. Oui. Donc si nos États peuvent faciliter la tâche, ça devrait permettre aux hommes d'affaires de se sentir à l'aise dans notre propre Afrique. Très bien. Alors, il y a eu aussi cette rencontre des experts internationaux. C'est important d'écouter ces experts. Est-ce que maintenant ils ont leur place? Est-ce qu'on fait appel à eux? Surtout nos experts africains parce qu'ils connaissent mieux la réalité africaine? Oui, justement, notre rencontre était axée dans cet élan pour pouvoir donner un peu du baume au cœur des experts qui, après les études, à un moment donné ne savent pas où aller, sont obligés de changer de métier. Or, nous nous rendons compte que même jusqu'à nos gouvernements, lorsqu'ils ont besoin des experts, ils s'adressent à l'étranger, hors du continent africain, alors que le continent africain regorge d'énormes experts. La preuve en est que nous avons aussi beaucoup, quand ils finissent les études ici chez nous en Afrique, sont obligés d'aller chercher du travail en Europe, en Amérique, pour pouvoir se sentir à l'aise. Puisque la finalité d'un être humain, ce n'est pas là où il se trouve, mais c'est comment il vit. Le pourquoi on est obligé de s'expatrier ailleurs. Vous vous sentez plus reconnu aujourd'hui qu'avant, plus écouté? Personnellement, j'ai compris qu'il faudrait qu'il y ait des enfants africains pour oser. Si nous pensons tous à l'immigration, naturellement, l'Afrique va rester toujours sous-développée. Le pourquoi, nous autres, nous pensons qu'il faille que nous, Africains, nous nous sentons africains, nous répondons africains, que nous puissions penser que ce qu'on a fait ailleurs, on peut aussi le faire chez nous. Très bien. Alors, c'est une première édition. Il y aura forcément d'autres éditions. Vous en avez parlé. Vous avez convenu d'une date ou elle sera connue un peu plus tard? Une date n'est pas encore arrêtée. Nous allons sûrement nous séparer d'ici demain. Lors de notre clôture, on va sûrement y penser. Mais nous projetons le plus tôt dans un an, afin de pouvoir permettre à chaque participant, à chaque membre, de pouvoir s'organiser et de pouvoir déclencher le processus. Les perspectives, M. Kamgang, pour vous? Oui, pour moi, les perspectives, c'est de voir l'Afrique centrale, pour ne pas dire le Cameroun, en relation d'affaires très avancée avec l'Algérie,
que la balance commerciale puisse au moins bouger, parce que nous nous rendons compte dans les statistiques que sur le plan des échanges, c'est très faible. Oui. De part et d'autre. Alors que les opportunités sont là. Alors qu'il y a des opportunités. Voilà. Oui. Vous restez optimiste quand même, M. Kamgong? Très optimiste. Très bien. Que les choses vont changer. Ouais. Et si je vous disais un dernier mot avant de clore justement cet entretien? Je vais tout simplement dire que le souhait le plus profond de moi, c'est de voir les enfants africains rester sur leur continent. Il y a de la matière pour tout le monde. Lorsque nous voyons des enfants qui risquent leur vie parce qu'ils veulent chercher un meilleur avenir. Un meilleur avenir, alors que l'avenir est sur place, je pense que si ces enfants imaginaient un seul instant qui avaient construit sur d'autres planètes, ils se rendront compte que non, ils doivent rester chez eux. Et en restant chez soi, coûte que vaille, on se sent plus à l'aise. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert Kamgong. Je rappelle que vous êtes expert immobilier international et vous êtes aussi coordonnateur des activités de l'Ordre mondial des experts internationaux de Genève pour l'Afrique centrale. Merci beaucoup. Merci. Au plaisir de vous revoir chez vous en Algérie. Voilà, ainsi s'achève le 6e numéro d'Afrique Mag. Il ne me reste plus qu'à remercier toute l'équipe technique du Studio 2 et vous remercier, vous, de nous avoir suivis. Excellente soirée avec la suite des programmes de Canal Algérie. Salam.